Vous m'entendez? Oui. Bon, il paraît qu'on doit parler dans le micro pour éviter la résonance dans la salle. Merci à tous d'être là pour ce premier Midi de l'Imaginaire de la rentrée. On va continuer d'explorer le genre de l'aventure et on accueille pour la 5e fois, j'ai compté, Nicolas Telob, qui est notre conférencier le plus assidu de loin. Donc je vais quand même vous le présenter, même si vous le connaissez tous maintenant. Il est journaliste et essayiste. Il a écrit de nombreux essais consacrés à la bande dessinée et au cinéma essentiellement, notamment sur Snoopy, sur Richard Fleischer, sur Astro Boy, sur Franquin, sur Edgar P. Jacob, etc., etc. En tant que journaliste, il a contribué à de nombreuses revues et nombreux journaux, mais il est surtout rédacteur en chef de la 7e Obsession et des hors-séries des Cahiers de la BD, et depuis peu, des Cahiers de la BD aussi. Ouais. Comme ça, il fait d'une pierre deux coups. Il est aussi directeur d'une maison d'édition qu'il a fondée il y a 2 ans, les éditions Musidora, qui se consacrent aux littératures de l'imaginaire au sens large, avec des rééditions de textes méconnus, voire totalement inconnus chez nous, et des textes inédit. Voilà, donc aujourd'hui, s'il est parmi nous, c'est pour parler d'un héros emblématique de la bande dessinée franco-belge, qui fait justement cette année ses 40 ans. C'est le personnage de 13 dans la série du coup éponyme, donc qui a été créé, si je calcule bien, mais 24 moins 40, c'est assez facile, en 1984 par le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur William Vance. Une série qui a connu un succès phénoménal et qui est toujours en cours aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, il va se concentrer plutôt sur la jeunesse de la série, sur le premier cycle, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un hors-série des Cahiers de la BD que je vous présente là-bas, si ça vous intéresse, qui est une très belle hors-série, en plus comme ça, en format album, et qui est toujours disponible, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci à tous d'être là, merci pour votre écoute, et merci Nicolas pour ta présence. Voilà, merci, à tout à l'heure. Et Nicolas qui a d'ailleurs participé au hors-série, vu qu'il a rencontré Jean Van Hamme chez lui, et qui a pu lui poser des questions, etc. Moi, je fais partie de la génération qui était vraiment le cœur de cible de 13, parce que c'est vraiment... Je suis arrivé comme lecteur de bande dessinée à l'âge de 7-8 ans et toute mon adolescence, au moment où c'était le triomphe en fait, de cette série-là, qui a été une série à un succès phénoménal et qui a rendu ses auteurs millionnaires. C'est suffisamment rare en bande dessinée pour être noté, d'autant qu'aujourd'hui, c'est presque quelque chose d'impossible à réaliser pour un auteur de bande dessinée. Quand ils arrivent à vendre 20 000 exemplaires, on est content, quoi. Donc c'est quand même un peu le symbole d'un âge d'or de la bande dessinée où les succès d'édition étaient possibles et devenaient même des phénomènes d'imaginaire et de phénomènes littéraires en quelque sorte. Jean Van Hamme était invité de Bernard Pivot par exemple en France, vous voyez, chez Apostrophe. Il y avait une forme de reconnaissance en fait qui était nouvelle parce que finalement auparavant dans les années 60-70 il n'y avait pas vraiment de starification des auteurs de bande dessinée. Et c'était pas gagné parce que cette bande dessinée donc elle naît de la rencontre entre Jean Van Hamme qui est ici à droite et William Vance qui ont été pris en photo là en 1984 à l'occasion de la promotion de l'album, du premier album, Le jour du soleil noir de la série. À l'époque de cette photo, Jean Van Hamme a 40 ans et William Vance il en a déjà 49. C'est-à-dire que ils ne sont pas au début de leur carrière, loin de là. Enfin, tout est relatif. Il faudrait qu'on puisse déjà voir qu'est-ce qu'on entend par carrière. Parce que Jean Van Hamme, il a un parcours très particulier. C'est un ingénieur, c'est un commercial. En tout cas, il a été formé comme ça. Il a même été pendant très longtemps le directeur des usines Philips, vous savez, les ampoules, en Belgique. Donc quelqu'un qui avait un poste administratif extrêmement prestigieux et rémunérateur et qui avait néanmoins d'autres ambitions qui étaient celles de l'écriture. À 37 ans, il démissionne de son poste, c'est une forme d'audace, quoi, pour se lancer dans l'écriture. Sa première femme le quitte à cette occasion. Comme quoi il y avait un doute quoi, sur les possibilités de carrière qui s'offraient à lui.
Et l'écriture, pour lui, ça a toujours été un rêve au niveau du romanesque, au niveau de l'écriture de romans. Il crée un personnage de roman qui va devenir l'objet d'une série littéraire, qui est Largo Winch, qui rencontre un succès très modeste. Les exemplaires de Largo Winch se vendent à 20 000 exemplaires, les premiers romans. Le vrai succès de Largo Winch, c'est quand il en fera une bande dessinée, en fait, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard. Entre-temps, dans le même temps, il essaie de se faire scénariste de bande dessinée, notamment chez le journal de Tintin. Il a été élevé au journal de Tintin, hein, il fait partie de cette génération qui ont connu Blake et Mortimer et tous ces personnages-là très iconiques. Il est admiratif d'un scénariste et rédacteur en chef de Tintin qui s'appelle Greg, dont on parlera un peu plus tard. Et il se dit que pourquoi pas. Il y a peut-être aussi une place à prendre. C'est plus compliqué pour lui de trouver sa place là-dedans. Il fait des séries, il fait des scénarios, mais le succès tarde à venir. Le premier album qui est vraiment iconique, y compris à l'époque, mais surtout par la suite, qui va devenir vraiment légendaire, c'est Histoire sans héros, avec le dessinateur Danny. C'est un one-shot, c'est pas une série du tout. La preuve, il n'y a pas de héros à mettre sur le devant de la scène. C'est vraiment la rencontre de la bande dessinée franco-belge avec le cinéma d'aventure américain de l'époque, avec ce côté crépusculaire des personnages extrêmement virils, hein, évidemment, mais avec énormément de failles, énormément de fêlures et surtout beaucoup de défauts. Une sorte d'immoralité, etc. Et donc c'est un vrai basculement dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge, parce que avoir une histoire comme celle-là dans le journal de Tintin, chez un éditeur classique comme le Lombard, c'est une nouveauté totale. Là où auparavant on met en avant des personnages avec des qualités vraiment extraordinaires. Ouais, Tintin, c'est le héros sans tache, quoi. Là, il n'y a pas vraiment de héros là-dedans. Au sens classique du terme. Évidemment que pour autant, ils vont faire des actions héroïques. En 1977, il sort le premier album, donc la première histoire de Torgal, qui a tout de suite un succès assez grand, mais qui n'est pas encore le phénomène qu'on va connaître par la suite. Hein. C'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure des albums, et c'est une série d'heroic fantasy très avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'un des genres qui marche le mieux en bande dessinée, et à l'époque c'était, je crois bien, le premier, en tout cas l'un des premiers, celui dont on se souvient indubitablement. Et en plus qui est porté par le dessin de Rosinski, qui est assez remarquable et qui donne l'impression de sortir de nulle part à l'époque, notamment dans le contexte de la bande dessinée belge, en l'occurrence, le journal de Tintin, etc. C'est du jamais vu, quoi. Avec pareil un héros extrêmement viril, torturé. C'est la marque de fabrique de Van Hamme. Mais voilà, pour le moment, je pense qu'il n'est pas encore très serein sur est-ce qu'il a eu raison de démissionner. Ça reste un peu difficile. De son côté, William Vance, c'est un dessinateur chevronné, hein, je vous rappelle, hein, il a 49 ans au moment où sort le premier album en 84. C'est-à-dire qu'il a au moins déjà une petite trentaine d'années de carrière de dessinateur de bande dessinée derrière lui. Il a commencé dans le journal de Tintin, comme tous les jeunes dessinateurs, en faisant un travail de mercenaire en quelque sorte. On lui demandait presque d'une semaine sur l'autre de réaliser une petite histoire qui reposait sur des récits historiques. C'était un test pour les jeunes dessinateurs, est-ce qu'ils allaient s'en sortir, notamment pour aller dessiner des accessoires, des costumes qui étaient propres à la réalité historique des récits dans lesquels ils s'inscrivaient. Du coup, influencé par ça, il va créer le personnage de Howard Flynn, qui va pas avoir un succès phénoménal et aujourd'hui qui est largement oublié. Je pense même pas que ce soit encore édité à l'heure actuelle, mais qui va influencer une autre création de Vance dans les années 80 qui s'appelle Bruce J. Wonker, qui lui est beaucoup plus iconique. Mais voilà. Premier essai de bande dessinée avec un succès honorable, mais sans plus, quoi. Surtout, il va devenir le deuxième dessinateur de la série en bande dessinée de Bob Moran.
où là, ça va être un carton évidemment, parce que Bob Moran, on sait que c'est très très iconique, en particulier en Belgique, hein, mais aussi en France à l'époque. Et donc il va enchaîner une série d'albums, une série d'histoires longues comme ça, inspirées des romans d'Henri Verne. Et ça va l'installer complètement dans le paysage de la bande dessinée de l'époque et pendant très longtemps. À la même année, il anime une autre série qui, elle aussi, va rencontrer un grand succès, qui s'appelle Bruno Brasil. À l'origine, elle est créée par un scénariste qui s'appelle Louis Albert, mais elle va très vite être reprise par le scénariste Greg, qui est un scénariste extrêmement important. C'est l'auteur d'Achille Talon, donc vous voyez, humour très très iconoclaste, et en même temps l'auteur de plusieurs séries très dans le vent en quelque sorte des années 70, qui mettent en scène des héros réalistes et virils dans des aventures qui ne le sont pas moins. Donc Bruno Brasil c'en est un exemple, mais il y en a pas mal d'autres. Il y a des westerns comme Comanche, etc. Donc l'influence de Greg à la rédaction en chef de Tintin est assez importante. Il va insuffler vraiment un esprit à la publication qui est nouvelle, qui est largement influencée par les séries télé américaines de l'époque et par le cinéma évidemment. Donc quelque chose de plus adulte, en tout cas un style plus réaliste, plus marqué niveau action, et puis des enjeux quelquefois très très encore une fois influencés de l'imaginaire de l'époque, l'espionnage, le policier, ce genre de choses. Donc quand William Vance quitte ses fonctions de dessinateur pour la série de Bob Moran, au tout début, première moitié des années 70, son principal gagne-pain, on va dire, c'est Bruno Brasil. Et c'est une série vraiment phare du journal de Tintin qui lui rapporte de quoi vivre en fait. Greg, il a un rêve à l'époque qui est de faire rentrer la bande dessinée franco-belge sur le marché des États-Unis. Bon, il n'a pas réussi. Mais il est parti là-bas. Il est parti au début des années 80 là-bas, histoire de rencontrer des gens, des éditeurs, etc., trouver des partenariats. Et du coup, il a abandonné à la fois ses fonctions de rédacteur en chef, mais aussi ses fonctions de scénariste. Il ne pouvait plus assurer, en tout cas, tous les scénarios qu'il faisait, parce qu'il en faisait énormément, quoi. Il animait plusieurs séries parallèlement. Et donc, du coup, William Vance se retrouve un peu orphelin, quelque part, parce que qu'est-ce qu'il va faire de ce personnage que vous voyez là, qui est Bruno Brasil? Lui, il peut pas, c'est pas un scénariste, Vance. Il n'a pas vocation à raconter des histoires qui sont les siennes. Il attend qu'on lui donne de la matière. Et donc, il est un peu désœuvré. Van Hamme, qui lui cherche du boulot, il se dit, ben moi, je suis tout à fait partant pour prendre le relais. Je vais le reprendre, ce personnage de Bruno Brasil. Sauf que Greg, il a donné un accord de principe à l'oral. Il a dit ouais, très bien, vous pouvez le faire. Mais on n'arrête pas, Van Hamme et Vance n'arrêtent pas de lui réclamer quelque chose d'écrit. Parce que il faut que ça soit clair, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit contractualisé, parce que sinon ça risque de se retourner contre eux. Et Greg, de l'autre côté de l'Atlantique, ne répond pas. Donc le temps passe, ouais, les mois, voire même les années. Vance, il arrive au bout du dernier scénario que Greg lui a livré, donc il se demande ce qu'il va faire. Puis Van Hamme, il est un peu agacé aussi, parce qu'il aimerait bien travailler avec Vance, il y a quelque chose à faire ensemble. Et donc la décision vient de Van Hamme de dire je vais te créer une nouvelle série. Je vais te créer un nouveau personnage. Si Bruno Brasil, on ne peut pas le reprendre correctement, on va repartir de zéro. Et donc ça va être 13. Il n'y a pas de suspense. Comme il doit plus ou moins improviser
son personnage et sa série, auquel il n'a pas vraiment réfléchi auparavant. Lui, il a réfléchi à des histoires avec Bruno Brasil. Il n'a pas réfléchi à une nouvelle série, un nouveau personnage, quelqu'un de fort, enfin un personnage fort, vous voyez, qui pourrait être populaire, etc. Il doit partir vraiment dans l'improvisation un peu totale. Et l'improvisation, elle va venir d'une inspiration qui est majeure pour le point de départ de la série, et qui est l'écrivain Robert Ludlum, que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous connaissez au moins la série de films dont il est l'inspiration directe, c'est-à-dire La mémoire dans la peau, la saga Jason Bourne. C'est lui, en fait, qui a écrit toutes ces histoires-là en roman, qui vont obtenir un succès mondial. C'est un best-seller absolu à l'époque. Van Hamme, en 1980, il le lit en anglais. Je dis effectivement, c'est trop bien. C'est tellement bien qu'il va reprendre en fait le point de départ. Il a souvent été accusé de plagiat par rapport à ça, parce que c'est vraiment des similitudes qui sont très très importantes. Lui, il est très serein. Il n'a jamais caché le fait qu'il avait été influencé par effectivement le point de départ du roman de Ludlum, mais pour lui, c'est pas du tout un plagiat. Alors, la saga Jason Bourne, elle commence par la découverte d'un type dans l'océan. Il est à la dérive, il est blessé par balle. Il y a des pêcheurs qui le récupèrent, qui le soignent. Et en fait, sa blessure l'a rendu amnésique. Il ne sait pas qui il est. Il a des indices, il a une clé, il a un microfilm sous-cutané dans la peau, ce genre de choses comme ça. Et donc il va mener une enquête pour savoir qui il est. Il va s'apercevoir qu'il est accusé d'avoir tué un ambassadeur, et lui-même ne sait pas en fait s'il est le coupable ou non. Donc le premier volet de cette saga, ce roman-là, The Bourne Identity, la mémoire dans la peau, elle repose sur ça. La grande ambiguïté du récit, qui est géniale, hein, c'est que le personnage lui-même ne sait pas s'il est coupable ou non. 13, dans le premier album, Le jour du soleil noir, le point de départ est très similaire. C'est un couple de retraités qui découvrent le corps de 13 sur la plage, près de chez eux. Il a un tatouage sur la clavicule, 13 en chiffres romains, et il est blessé par balle à la tête, ce qui lui causera d'ailleurs une mèche blanche, une dépigmentation qui le rend immédiatement reconnaissable. Donc voilà, la grande différence avec Bourne, c'est qu'il a un tatouage. Apparemment, ça suffit avant. Que la clé, la fameuse clé aussi, qui est le point de départ de toutes les recherches de Bourne, il ne va pas la retrouver sur lui, il va la retrouver plus tard quand il va enquêter sur une femme avec qui il aurait eu une liaison. Enfin bon, voilà. Mais vraiment, c'est exactement le même point de départ. Sauf que Van Hamme aussi se dit que lui, il a quand même été un peu plus ambitieux parce que 13 n'est pas accusé d'avoir tué un ambassadeur, mais d'avoir accusé le président des États-Unis. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus classe. Et voilà. Donc c'est vraiment le point de départ qui est absolument identique. Est-ce que ça enlève quelque chose au travail de Vance et Van Hamme ? Je suis pas sûr du tout. Parce que de toute façon, les influences sont très diverses chez le scénariste. Donc voilà, vous voyez, hein, quand il récupère 13 et qu'on découvre ses tatouages, c'est vraiment son identité aussi. Hein. C'est sa seule identité d'ailleurs, hein, on y reviendra. Le tatouage 13 marqué sur la clavicule. En réalité, il se sert de ce point de départ, mais la grande influence et ce que recherche en termes de création fictionnelle Van Hamme, c'est plutôt d'aller en direction des feuilletons, des romans feuilletons, et notamment de la grande tradition des romans feuilletons qui est celle du 19e siècle. Lui, son modèle, c'est Alexandre Dumas. C'est Eugène Sue avec Les Mystères de Paris, etc. Et d'ailleurs, cette histoire de tatouage, on l'a chez Alexandre Dumas et dans Les Trois Mousquetaires, parce que Milady, hein, la fameuse antagoniste de D'Artagnan, elle a la marque d'une conspiration à même la peau, hein, cette fleur de lys qui est sur son épaule, et ça rappelle complètement la logique qui est celle de 13 avec son tatouage sur la clavicule. 13 étant le numéro qu'il occupe
c'est pas vraiment lui, mais on y reviendra, dans une conspiration, la conspiration qui visait justement à éliminer le président et à prendre le pouvoir du gouvernement. Donc on a quelque chose en fait qui est très très proche de l'imaginaire des romans feuilletons. Cette histoire aussi de chiffres, elle rappelle aussi les 45 d'Alexandre Dumas, où il y a 45 gentilshommes qui sont autour du roi pour le protéger. Vous voyez, chacun a un numéro aussi. Donc il y a tout un imaginaire feuilletonesque du 19e qui est réactivé dans la réalité géopolitique contemporaine des années 80, en fait. Donc ça, c'est la première chose qui est très intéressante et qui fait que vraiment, il y a un écart par rapport à la création fictionnelle d'espionnage qui est celle de Ludlum. L'autre influence, c'est celle plus récente encore, des romans à épisodes qu'il y a dans la littérature populaire depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, il y a un agent X-13, l'as des espions canadiens, qui a comme identité ce numéro, quoi. En tout cas, ce matricule, ce X, IXE, hein, pour qu'on comprenne bien, on prononce bien le X, X13. Et voilà, là aussi, il y a peut-être aussi une influence. Est-ce que Van Hamme a eu connaissance de cette publication-là? Peut-être. Mais en tout cas, ça rentre aussi dans l'air du temps, de ces personnages qui portent un numéro. Il y en a d'autres, hein. Il y a le fameux numéro 6 des prisonniers, par exemple. Hein. Il y a toujours une fascination pour ces personnages qui ont comme identité un numéro. Vous voyez, ça accentue la dimension de mystère, le caractère énigmatique. Surtout que pour 13, la bande dessinée, pour le coup, il n'a que ça pour lui. L'autre imaginaire, c'est celui finalement un peu Hitchcockien, du personnage ordinaire pris dans une situation extraordinaire. Bon, 13 n'est pas vraiment un personnage ordinaire, mais comme il ne sait pas qui il est, en tout cas, au départ, la situation est très vite compliquée et dégénère. Elle le dépasse complètement. Ça revient aussi à cette histoire de faux coupables, quoi. Il est accusé d'avoir tué le président des États-Unis. Même si lui-même ignore si effectivement il est coupable ou non, nous, en tant que lecteurs, et selon les conventions qui sont celles de la série classique, on sait bien qu'il ne l'est pas, quoi. Hein. Enfin, on peut le supposer, on peut l'espérer. C'est aussi un imaginaire très très ancré dans la fiction des années 60 de l'homme traqué, notamment à travers la série télé Le Fugitif, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, hein, même s'il y a eu un film très important qui a eu un succès phénoménal dans les années 90 avec Harrison Ford, mais la série a eu une influence totale sur l'imaginaire collectif, non seulement des États-Unis, mais aussi européen à l'époque. Donc ce personnage qui, d'épisode en épisode, se retrouve dans un nouvel endroit, toujours avec sa valise dans la main, et qui est à la recherche du vrai meurtrier de sa femme, dont lui, il est accusé. Il est accusé du meurtre de sa femme. Cet imaginaire du personnage, d'ailleurs très très années 60, vous savez, son costume, sa cravate, sa valise à la main, il apparaît aussi dès la première apparition de 13 en pré-publication dans le journal de Spirou. Alors, pourquoi 13 se retrouve dans le journal de Spirou, c'est-à-dire chez Dupuis, alors qu'il est édité par ailleurs chez Dargaud? Aucune idée. Les auteurs ne le savent pas davantage. Il s'est passé là une sorte de trou noir éditorial. Mais en tout cas, voilà. La première publication de 13, c'est chez Spirou. Et vous voyez, on retrouve ce côté fugitif. Ouais, mais fugitif, évidemment, dans le rôle qu'il occupe dans l'histoire, mais aussi fugitif par rapport à la série télé. Il est totalement l'incarnation de ça, et c'est évident que Van Hamme et Vance ont ce modèle-là en tête. Surtout que ça date des années 60, mais vous l'ignorez sans doute, mais les programmes télé de l'époque, dans les années 80, en fait, c'était ceux des années 60. On voyait constamment les séries qui étaient celles des années 60. On n'avait pas accès directement aux séries qui étaient plus récentes. Donc, en fait, ça participe d'un imaginaire qui est toujours présent, même si pour nous, et même pour relativement à la distance historique, ça renvoie à autre chose, quoi. L'autre modèle, c'est James Bond, parce qu'évidemment, 13, c'est un tombeur. C'est pas le côté c'est pas le côté de la bande dessinée qui est le mieux vieilli. Mais voilà, c'est une réalité. Hein. Là aussi, il flirte sur la dimension séducteur de l'espion qui n'a rien à faire.
Ouais. C'est même pas, c'est pas un Don Juan dans le sens où il séduit les femmes. Elles tombent toutes comme des mouches dès lors qu'elles l'approchent à moins de 5 mètres. Donc voilà, c'est ce côté très très aussi bande dessinée à la papa, hein, on pourrait dire, des années 80. Mais surtout, là où il y a quelque chose de très important par rapport à l'imaginaire collectif contemporain, en tout cas de l'histoire proche, c'est cette histoire d'assassinat du président des États-Unis. Parce que 13, toute la série, en tout cas toute la première partie de la série, qui est celle du cycle du Soleil Vert, s'inscrit totalement dans la fiction du complot qui innerve le cinéma américain depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Vous savez, cet événement, il est traumatique dans le monde entier, parce que c'est quand même un meurtre, un assassinat qui a été filmé en direct, hein, et dont on a pu voir des images très vite, que ce soit sous forme dans les journaux ou dès lors que la télévision a pu les diffuser. Donc c'est vraiment quelque chose de très choquant. Et puis pour les États-Unis, c'est un peu la fin d'un âge d'or, quoi. C'est la fin du rêve américain. C'était un jeune président très séduisant. Bon, avec la distance historique aujourd'hui, on voit qu'il a un peu des casseroles derrière lui, mais il incarnait l'Amérique triomphante, quoi, avec toute la possibilité de réaliser quelque chose de meilleur, un monde plus juste, etc. Et le fait qu'il soit assassiné, bon, ça marque la fin de quelque chose, ça marque une forme de rupture dans la continuité historique des États-Unis. Et donc, la fiction américaine, elle ne va cesser pendant les 20 années qui suivent, peut-être même un peu plus loin, de revenir sur cet acte fondateur, vous voyez, d'une espèce de pessimisme, en tout cas au niveau politique. Et donc c'est tout ce qui va intervenir dans le cinéma du complot, qui commence à apparaître dans les années 60, mais qui va vraiment triompher dans les années 70. Il y a toute une série de films, là j'en ai mis que quelques-uns, hein. Par exemple À cause d'un assassinat de Alan J. Pakula, Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, et Winter Kills, qui là est directement lié à tentative d'assassinat d'un président américain. Donc il y a quelque chose qui est dans l'air du temps aussi. Vous voyez, on revient toujours sur cet acte, comment dire, séminal d'un certain imaginaire. Finalement, le complot est partout autour de nous. D'ailleurs, aujourd'hui, ça en est devenu caricatural. Vous savez, les fameuses théories du complot, il y a des complots partout, quoi, hein, même chez le boulanger. Enfin, mais à l'époque, c'est beaucoup plus sérieux que ça, et l'impact, la dimension est extrêmement politique. Parce qu'on se dit finalement que le monde politique est extrêmement corrompu et ces hommes-là peuvent disparaître du jour au lendemain, et on est dans une sorte de dictature en puissance. Ce qui est aussi l'histoire de 13, encore une fois. Hein. L'idée de tuer le président des États-Unis, l'idée de la conspiration des 20, parce qu'il y a 20 conspirateurs avec le chiffre romain qui correspond à chacun. C'est vraiment l'idée de prendre le contrôle des États-Unis pour les faire basculer dans la dictature. Et le rapport avec cette histoire-là, il est très clair dans le premier album, parce que on voit bien que le personnage, il est lié à l'assassinat du président, et on a un film qui représente cette idée-là, et qui est un clin d'œil au film de Zapruder. Vous savez, le film de Zapruder, c'est le cinéaste amateur qui filmait le défilé présidentiel à Dallas, et qui, par hasard, a filmé l'assassinat. Donc ces quelques secondes qui ont été filmées ont été étudiées, réétudiées, réexploitées dans tous les sens pour essayer de trouver la clé de l'énigme. Vous voyez, c'est la seule preuve formelle de ce qui s'est vraiment passé de manière objective, pardon, parce que sinon tous les autres témoignages sont subjectifs. Là, le film, lui, est très objectif, et donc on se dit peut-être que le secret est dedans. Là, c'est pareil, dans ce film-là, qui est dans la bande dessinée, si on zoome à une des fenêtres, on voit 13 avec un fusil à lunettes. Oh, alors, il faudrait zoomer très fort, j'ai pas la planche en question là, pour la montrer. Mais on voit le personnage effectivement à une fenêtre dans le building derrière avec un fusil à lunettes, et donc on se dit bah oui, c'est lui.
Donc voilà, c'est vraiment cette séquence-là qui est un clin d'œil au film de Zapruder. Et ce film-là, comme il a été disséqué, comme il a été l'objet de multiples enquêtes, que ce soit par les officiels mais aussi par les amateurs, ça a entraîné dans le cinéma américain une fascination pour le décortiquage des films, des films qui ont été enregistrés dans la fiction évidemment. Donc il y a souvent dans certains films, peut-être que l'exemple le plus connu c'est Blow Up de Michelangelo Antonioni, où, vous savez, il y a une photo qui a été prise et si on zoome très fort dans la photo, on voit qu'il se passe quelque chose de bizarre derrière, etc. Donc l'idée, vous voyez, que dans ce genre de fiction, plus on va chercher loin dans l'image, plus on va chercher dans ce qui est secret, caché, etc., plus on va excaver des vérités dissimulées. En fait. Et dans 13, c'est exactement ce qui arrive très souvent. Donc là, je vous le répète, dans la planche qui suit, si on zoome très fort, à la fenêtre derrière, on voit 13, on voit le personnage avec un fusil à lunettes. Sinon, quand il va arriver dans un appartement en se demandant s'il y a vécu ou pas, il va découvrir une photo de lui avec une femme. Et évidemment, il y a un secret derrière la photo. Là, il faut bien retourner l'image pour découvrir que derrière, il y a la fameuse clé qui va le conduire encore à une autre étape de son enquête. Ou alors, dans Là où va l'Indien, l'album suivant, c'est pareil. Cette fameuse photo avec une femme, si on zoome suffisamment loin dans le paysage, en fait, on va découvrir un Indien sur une pirogue. Et donc, là où va l'Indien, c'est là où le personnage se dirige, sur cette côte, au bord d'un lac, etc. Donc, vous voyez, l'enquête... Souvent, très souvent, là c'est quelques exemples que je vous donne, on ne va pas les énumérer tous, ça n'a pas de sens, mais très souvent dans 13, la réponse elle est dans l'image en fait, dans une photo, dans un film, dans un microfilm, dans une photo sur un journal, etc. etc. Donc il y a vraiment une enquête qui se passe par l'image, qui est assez permanente. Et c'est intéressant parce que quelque part, ça nous conduit à penser que 13 lui-même, c'est une image. Ça n'est même qu'une image, parce qu'il n'a pas d'identité. Et c'est même plus que ça, parce que Vance a souvent été accusé, critiqué, pour dessiner toujours le même personnage. Vous voyez Bob Moran en haut à gauche, c'est 13 quoi. Bruno Brasil en haut à droite, il a les cheveux blancs, mais c'est 13. 13 c'est la synthèse des deux, parce qu'il a les cheveux bruns et aussi sa mèche blanche. Et puis même plus tard, Bruce J. Hawker, c'est le même visage. C'est un visage, vous voyez, très très idéalisé, une certaine virilité masculine propre à l'époque, mâchoire carrée, manteau prééminent, les yeux dessinés comme deux fentes à la Clint Eastwood, vous voyez. Vraiment, c'est quelque chose qui est permanent dans le style de Vance. C'est amusant parce que Vance, en plus, il a une variété d'expressions et de visages qui est assez conséquente. On reconnaît tout de suite les différents personnages chez lui, notamment dans la série. La mangouste, elle est immédiatement reconnaissable. Et tous les personnages qui gravitent autour de lui, c'est-à-dire qu'il sait très bien faire d'autres visages. Simplement, ces héros ont toujours le même visage. Alors, et d'ailleurs... Là, c'est une illustration qu'il a faite pour un magazine. Il y a 13 et Bruce J. Hawker qui qui sont dos à dos. Bon, heureusement qu'il y a le costume, la coiffure et la couleur capillaire, parce que sinon, on les confondrait très facilement, quoi. Donc c'est intéressant parce que non seulement, 13 n'a pas d'identité autre que son matricule, on va dire. Non seulement, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais on y reviendra plus tard, non seulement ce visage qu'il a n'est pas le sien, parce qu'il a été l'objet d'une chirurgie esthétique, exactement comme Jason Bourne. Donc en fait, son visage n'est pas le sien. C'est pas le visage qu'il avait au départ, quoi. Donc l'image qu'il renvoie, le miroir, etc., n'est pas son image, c'est l'image d'un autre. Et en plus de ça, donc lui-même, en tant que personnage de fiction dans la généalogie de Vance, n'a pas son propre visage, mais en fait, il a déjà le visage de Bob Moran, il a le visage de Bruno Brasil. Vous voyez, il est toujours dépossédé de toutes ses possibilités d'identité et de fixité, même y compris dans sa physionomie, quoi. Et dans la série, il va d'ailleurs souvent changer
d'apparence. Le visage reste le même, hein, évidemment, mais il y a ce côté masque, un peu à la Mission Impossible d'ailleurs. Donc évidemment, quand il est interné à l'asile où il a le crâne rasé, après il a les cheveux peroxydés pour se déguiser dans Rouge Total, en espérant qu'avec des lunettes personne ne le reconnaît. Bon, en fait il est grillé d'entrée. Il n'a pas franchi là où il doit infiltrer le lieu que tout de suite tout le monde le reconnaît. Enfin bon, c'est un peu dommage. Et donc voilà, aucune identité, ou plutôt de multiples identités, parce que tous les noms qui gravitent autour de la superbe création graphique que je vous ai faite sont les identités qu'il endosse au fur et à mesure. À chaque fois, il se dit tiens, ah bah ouais, je suis peut-être Jason McCline. Bah non, en fait non. Je suis peut-être Steve Rowland. Bah non, en fait. À chaque fois qu'il croit s'approcher de sa véritable identité, de qui il est, la vérité est partielle ou même complètement fausse. Et donc il y a ce caractère-là qui est très prégnant, quoi, en fait, dans la série. Et même souvent, l'identité qu'on lui donne, la plupart du temps, c'est celle d'un mort. Et ça, c'est très important. Parce que on a l'impression que à partir de là, Tress, ça devient une sorte de fantôme. Comme il n'a aucune identité, comme il n'a aucune origine, c'est comme s'il était destiné à assumer l'identité des autres, et notamment de ceux qui ont disparu. Et c'est intéressant parce que quand il est recueilli par le couple de retraités sur la plage, etc., ce couple-là l'installe dans la chambre de leur fils qui, évidemment, est mort au Vietnam. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant dans cet aspect-là sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, vous voyez, il y a bien, dès le départ, cette idée du miroir. Il y a un dédoublement dans l'image ici de cette case qui est assez intéressant parce que c'est le réel et son double, quoi, hein. Lequel est le vrai? En fait, aucun. Ouais. Ni ce qu'il y a comme reflet, ni ce qu'il y a dans la réalité, parce que ce visage ne lui appartient pas. Hein. La bulle est très intéressante à ce niveau-là. Hein. Je regarde depuis 2 mois, le visage que je regarde depuis 2 mois reste celui d'un inconnu. En fait, il le restera toujours. Ouais. Il ne sortira jamais de cette dimension-là. Et donc, très régulièrement, cette histoire de l'amnésie, c'est quelque chose auquel il se heurte. Vous voyez là, avec de nouveau ce motif du miroir, là qu'il va briser, parce qu'il ne supporte plus ce visage, et il ne supporte plus surtout de savoir qui il est derrière ce masque et ce visage. Et il y a très régulièrement une expression qui revient tout au long de la série, qui est celle du mur blanc. C'est-à-dire que sa mémoire se heurte toujours à un mur blanc. Et d'ailleurs, elle se heurtera toujours. Je veux dire, la série, elle se poursuit aujourd'hui. Le pauvre garçon, il ne sait toujours pas qui il est. Hein. Le mur blanc, il est toujours là. Hein. Et c'est intéressant, cette histoire de mur blanc, cette dimension chromatique, parce que déjà, elle fait penser à l'histoire de la page blanche. Vous voyez, la page blanche, c'est là où tout reste à créer, où ça peut être aussi un blocage pour l'écrivain, quelquefois. Dans les 2 cas, il y a quelque chose qui s'incarne dans l'angoisse qui est celle de 13. Tout reste à créer, mais à partir de quoi? Et surtout, il y a un blocage réel. C'est celui de ne jamais surmonter l'amnésie, hein, dont il est la victime. Ce mur blanc, il emporte d'ailleurs la trace dans sa chevelure avec la mèche. Ce qui est intéressant, c'est que pendant les premiers albums, Tress fait face à une conspiration qui s'appelle la conspiration du Soleil Noir. Hein, c'est le titre du premier album, c'est le jour du Soleil Noir. Donc, mur blanc, Soleil Noir, enfin vous voyez venir. Le Soleil Noir, en fait, c'est le nom qui a été donné dans la mystique nazie à la fierté de l'identité nationale. Ouais. En fait, c'est un assemblage de swastikas, les unes dans les autres, et le cœur de cet assemblage est noir parce que c'est le cœur de l'identité nationale nazie. Bon, tout est logique, hein, là-dedans, étant donné que ceux qui veulent assassiner les présidents des États-Unis, évidemment, c'est les méchants. Hein, donc c'est des néo-nazis. Il est logique qu'ils aillent chercher dans cette direction-là, sauf que c'est jamais explicité à aucun moment par Van Hamme dans la série. Hein. Jamais il montre ce logo. Hein, qui, je le rappelle, donc une création des années 30. Hein.
Mais nous, en cherchant, on peut savoir que c'est ça. Et donc, entre le mur blanc de l'identité effacée et le soleil noir, qui est celui en fait du triomphe en quelque sorte d'une identité dans toute son intensité, dans toute sa fierté, dans toute sa souveraineté, 13, il est toujours en train de faire le va-et-vient entre les deux. Il parcourt sans cesse les nuances de tout ça. Non pas qu'il devient nazi à aucun moment, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je me sers du symbole du soleil noir en disant que c'est le symbole d'une identité de l'être dans toute son intensité, à laquelle 13 sera toujours à la recherche, quoi. D'accord ? Il y a quelque chose d'intéressant dans ce parcours des nuances entre le mur blanc et le soleil noir. Ouais. Lui, il est condamné au mur blanc de l'absence d'identité et il fait face à l'intensité de l'être dans sa plus totale affirmation. Et puis il y a plein de trucs marrants hein, en termes de numérologie, de symboles, des chiffres, parce que le soleil noir, c'est 12 Svatiska. Lui, c'est 13. Vous voyez 12, dans la logique chrétienne, c'est le chiffre de l'élection, les 12 apôtres. Lui, c'est le 13e. Ouais. C'est celui qui est exclu, en fait, de cette espèce de triomphe de l'élection, etc. C'est celui qui sera toujours à la recherche de lui-même et qui ne trouvera jamais sa place dans l'assemblage des cycles, même des cycles, vous voyez, 12 mois de l'année, etc. Lui est toujours le chiffre en trop, quoi, en fait. Et il y a une carte du tarot qui est intéressante. C'est la carte 13, qui communément représente la mort. En fait, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est pas vraiment la mort, c'est quelque chose. Il n'y a pas de carte négative dans le tarot, il n'y a que des interprétations négatives. Donc ça, c'est pas forcément une carte négative. Mais la carte 13, c'est la seule qui ne porte pas de nom. C'est celle qu'on appelle la carte sans nom. C'est intéressant parce qu'on a, nous, un personnage qui est un personnage sans nom. Ouais. Y a quelque chose au niveau du lien avec le tarot qui est assez intéressant. D'autant que le personnage que l'on voit là, qu'on associe à la faucheuse, qu'on associe à la mort, c'est pas un squelette. C'est un personnage, si vous regardez bien dans toutes les cartes qui ont existé par le passé, peut-être qu'aujourd'hui on s'éloigne un peu de la signification d'origine, mais c'est un personnage qui est recousu, qui est en pièces et qui a été recousu un peu à la façon de la créature de Frankenstein. Ça fait un peu penser à 13 lui-même dans la série, où c'est un personnage en morceaux, qui est sans cesse en train de se recoudre lui-même. Quitte à ce qu'il se recouse avec des parties qui ne sont pas les siennes, en fait. Ouais. Et surtout, vous voyez qu'il y a une tête couronnée en bas à droite de la carte, et symboliquement, cette carte 13, elle renvoie aussi au renversement des pouvoirs corrompus, des pouvoirs qui ne sont pas à leur place. Et c'est exactement le rôle de 13 dans la série. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais il se bat constamment contre des contre-pouvoirs, en fait, des pouvoirs qui sont des impostures. Et donc, on en revient quand même, malgré tout, à cette image que 13, il incarne un peu la mort. Ce personnage, son nom, il incarne un peu la mort, il prend la place d'un mort. D'ailleurs, quand il va découvrir pour la première fois son visage sur une pièce d'identité, c'est pour connaître que Steve Rowland, le personnage à qui appartient son visage, est mort. Donc s'il est mort, c'est qu'il n'est pas Steve Rowland, ou alors il y a un problème, quoi. Ouais. Donc tout de suite, hein, cette idée, voilà, de prendre la place d'un mort. Là, c'est pareil, hein, quand la vieille dame qui le recueille va aménager la chambre, elle va rouvrir la chambre de son fils qui est mort au Vietnam, bon, bah, tout de suite, il y a l'idée qu'il prend la place de son fils, quoi, qui prend la place d'un mort. Il va coucher dans le lit d'un mort, quoi, en fait. D'ailleurs, vous voyez que la photographie, qui n'est pas très éloignée, encore une fois, du visage de 13, crée une forme d'ambiguïté avec ce bandeau, hein, du deuil. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, ce décor du lit avec le poster, avec l'hélicoptère, etc., on va le retrouver dans le miroir un peu plus loin, dans la case que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, avec ce côté de renversement, hein, évidemment, de polarité. Mais c'est comme si, justement, 13, il était condamné à vivre dans l'au-delà, dans un monde
derrière le miroir, derrière les apparences, quoi, en fait. Vous voyez ? Où est-ce qu'il est, en fait ? Où est-ce qu'il se situe ? Et ça en fait un personnage vraiment intéressant. Et surtout, c'est un personnage qui, avec tout ça, mis bout à bout, se met aussi en filiation avec un archétype qui est celui du héros orphelin. Parce que 13, il est orphelin à plein d'égards. Déjà, il est orphelin de lui-même, parce qu'il n'a aucune idée de quelles sont ses origines. Qui plus est, il est orphelin de ceux qui l'ont recueilli, parce que très vite, dans les premières pages de la bande dessinée, ils vont se faire assassiner par ceux qui poursuivent 13. Donc, vous voyez, il y a ce caractère orphelin qui est assez intéressant et qui l'inscrit, de ce point de vue-là, totalement dans la continuité des héros de bande dessinée du XXe siècle. En franco-belge, parce que Zig et Puce, c'est les seuls. Zig et Puce, c'est Alain Saint-Augan, c'est celui qui va influencer Hergé, hein, beaucoup. C'est le seul auteur qui assume le fait que ces deux personnages, Zig et Puce, sont des orphelins. Ils sont orphelins, et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont parcourir le monde, ils vont essayer de faire fortune aux États-Unis, mais ils vont aller partout ailleurs. Et à leur suite, à chaque fois, les personnages qui vont être iconiques dans la bande dessinée franco-belge sont des orphelins en puissance. Tintin, on n'en parle pas, on dit jamais qu'il est orphelin, mais en fait, on parle jamais de sa famille. On parle jamais, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a un nom de famille, déjà aussi. Ouais. Il n'a pas de parents, il n'a pas de foyer, il n'a pas de frères et sœurs, on lui connaît rien. Spirou, c'est pareil. Hein. Ou alors on va en créer a posteriori, évidemment, hein, quand 70 ans après, il y a des auteurs qui s'approprient le personnage, ouais, on va lui greffer des histoires. Et ainsi de suite, c'est toujours la même chose. Les personnages de bande dessinée n'ont jamais d'origine, ils sont toujours donnés comme orphelins. Et c'est même assumé pleinement dans les comics aux États-Unis, parce que Superman, c'est un orphelin. Il est orphelin non seulement de ses parents, mais du monde dans lequel il est censé habiter. Batman, c'est un orphelin, c'est même d'ailleurs pour ça qu'il devient Batman. Vous voyez, et ainsi de suite, quoi. Spider-Man, c'est pareil, l'acte fondateur de Spider-Man, bon, non seulement il n'y a pas de parents, mais c'est son oncle qui se fait tuer devant lui. Vous voyez, il y a un double orphelinage. Donc, il y a un côté vraiment récurrent dans la bande dessinée du XXe siècle qui est de présenter les personnages, en tout cas dans la franco-belge, comme des orphelins, des gens qui n'ont pas d'origine. Et 13, il porte ce mécanisme, ce processus à son summum, parce que lui, son propos, c'est justement de découvrir quelles sont ses origines, qui il est, est-ce qu'il a une famille, etc. etc. Et c'est très important pour la bande dessinée du XXe siècle, le fait que ce soit des personnages orphelins, parce qu'à partir de là, les petits lecteurs de bande dessinée que nous avons été, ou que nous restons, ils s'identifient plus facilement à eux. Parce que qui dit orphelin dit personnage qui doit conquérir le monde par ses propres moyens, conquérir sa place dans le monde, etc. Et c'est exactement ce à quoi on invite les enfants du XXe siècle qui arrivent dans un monde qui est totalement nouveau, qui est totalement en rupture avec les époques précédentes et qui doivent s'approprier. Et on en a un exemple avec cette couverture du Petit 20e où Tintin regarde une immense map monde et se demande où aller, parce que tout est possible. Le monde lui appartient en fait. Et ça c'est quelque chose de très caractéristique aux personnages franco-belges du type Spirou, Tintin, etc. Parce qu'il y a sans doute un imaginaire colonialiste derrière tout ça, hein, évidemment, qu'il ne faut pas nier, mais qui est celui de l'appropriation du monde dans lequel on est. Les moyens de transport se sont développés, tout est possible, tout est à portée de main et tout est explorable. Et à partir de là, on peut s'approprier le monde dans lequel on vit. Et ça fait rêver les jeunes lecteurs qui lisent ce genre de bande dessinée et qui parcourent le monde avec ces héros-là. Et donc c'est ce qui fait que le héros orphelin, c'est un héros dans lequel on s'identifie dans une grande partie donc, de l'histoire éditoriale de la bande dessinée du XXe siècle, parce que ça a un rapport direct avec l'enfance. Il y a une rupture totale de ça dans les années 70, avec Métal Hurlant, avec L'écho des savanes, avec À suivre par la suite. À un moment donné, il y a une nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée qui se disent on en a marre de l'enfance,
on en a marre d'être réduit à des petits Mickey. On a envie finalement d'être reconnus comme des auteurs adultes et on va parler à nos lecteurs comme à des adultes, on va rompre avec ce côté enfantin et on va basculer dans quelque chose de plus sérieux. Bon, là je vous ai choisi pour le clin d'œil cette image de Tardy pour Métal Hurlant, où on voit un robot qui justement est en train de dévorer la fusée de Tintin. C'est symbolique, vous voyez. C'est un peu Chronos qui mange ses enfants, on va dévorer tout ça et on va passer à autre chose, on va passer à des trucs plus sérieux, plus brutaux, plus subversifs, etc. Le journal de Tintin, je vous l'ai déjà dit, dans les années 70, en fait, il assume ce virage. Parce que, bien sûr, ça reste accessible aux enfants, bien sûr, on n'est pas dans la subversion, mais c'est un modèle plus adulte, avec des styles plus réalistes, plus virils, plus ancrés finalement dans la réalité. Et donc, 13, c'est un peu la synthèse des deux. En apparence, on a ce personnage avec des traits très réalistes qui vit des aventures quand même assez sérieuses, d'ailleurs qui seraient sans doute très difficiles à suivre pour des jeunes enfants. Hein. Mais en même temps, on a aussi l'héritage du héros orphelin à la Tintin, et qui n'est pas seulement dans l'idée que ce sont deux orphelins en puissance tous les deux, hein, mais aussi dans l'idée que Tintin, vous savez, Hergé disait que Tintin pour lui c'était un masque que chaque lecteur pouvait assumer, pouvait porter pour pouvoir s'identifier à lui. Le visage de 13 est un masque, parce que c'est pas le sien. C'est un masque qui lui colle à la peau, qu'il ne peut pas enlever, mais c'est quand même quelque chose qui occulte sa vraie réalité. Il y a aussi l'idée que, vous voyez, il y a un signe capillaire extrêmement reconnaissable dans les deux cas. Vous voyez, on ne va pas imaginer 13 avec une houppette, ce ne serait pas très sérieux, mais par contre, on va lui donner sa mèche. Et il y a aussi, identité remarquable. Tintin, ça pourrait être n'importe qui, n'importe quel autre personnage de bande dessinée, s'il n'y avait pas la houppette. 13, on l'a vu, ça pourrait être Bob Moran, ça pourrait être Bruno Brasil, ça pourrait être Bruce J. Hawker, mais cette mèche change tout. Et puis, il y avait un auteur de bande dessinée qui disait aussi que le visage de Tintin, c'était un zéro, c'était le vide. Que c'était le néant, en fait. Parce que c'est vrai, il n'y a rien dans sa vie. Hein, on l'a dit, c'est un orphelin. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun devenir, il n'y a aucune histoire émotionnelle, sentimentale, etc., ou presque. Et 13, finalement, ça incarne totalement ça. C'est le vide. Quand il regarde ce visage, il ne se reconnaît pas, de fait, parce qu'il n'est pas celui-là. Il n'est pas celui qui regarde. Et donc, 13, c'est en quelque sorte une sorte de Tintin orphelin de lui-même, à la recherche de lui-même, en fait. Et c'est en ça que, vous voyez, j'avais intitulé cette conférence l'ultime, le dernier héros de bande dessinée franco-belge, parce que c'est celui qui fait la jonction entre des désirs plus adultes, un désir de réalisme plus ancré, mais aussi finalement une tradition complètement assumée, qui est celle de Tintin, etc. Et il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est que dans les commencements de la série, les 2 premiers tomes de la série, je vous ai dit depuis tout à l'heure que c'est l'assassinat du président des États-Unis, etc. En fait, cette idée-là, elle intervient très tardivement. Tout de suite, il y a l'assassinat d'un président. Mais en fait, au départ, Van Hamme ne voulait pas que ce soit les États-Unis. Il voulait que ce soit un pays imaginaire. Un pays qui n'existe pas, une sorte de dystopie ou d'utopie, enfin, comme vous voulez. Bon, il était évident qu'en fait le modèle était les États-Unis. Et au bout de 2 albums, Van Hamme, en fait, il ne sait plus pourquoi. Il ne voulait pas que ce soit les États-Unis, et donc il dit ouais, ok, on va assumer le truc, on va mettre des drapeaux partout. C'est très bien, c'est les États-Unis. Et en fait, c'était vachement intéressant son point de départ, parce que 13 est un héros sans nom au sein d'un pays sans nom. C'est ça qui est très beau. Ouais. Et c'est ça qui tranche complètement avec le personnage de Tintin. Tintin, il s'approprie un monde parce que ce monde, il est cartographié, ce monde, il est accessible. Ce monde, quand on va voyager, on sait où on est, on sait où on se trouve, on sait dans quelle ville on va atterrir, etc. Le pays de 13, c'est un pays qui n'existe pas. C'est un pays sans nom, c'est un simulacre, c'est un pays qui est dominé, saturé par les illusions, les complots. Vous voyez, l'idée que chacun cache son jeu, chacun cache son vrai visage, ses vraies ambitions. Si vous lisez la bande dessinée, vous verrez que celui qui prend la suite du président assassiné, qui est, je crois, le fils du président, justement, n'est pas du tout celui qu'on pensait être. Donc, le pays de 13, c'est un pays de simulacre, un pays de simulation.
en fait. Et autant Tintin, c'est un personnage qui, finalement, a pour but de faire l'expérience de la réalité, c'est-à-dire partout où il va, il fait l'expérience de ce qui est vrai, de ce que il invite à faire découvrir le lecteur, etc. Autant 13, c'est quelqu'un qui se heurte non pas à la réalité, mais au réel, au sens lacanien du terme. Vous savez, pour Lacan, le psychanalyste, le réel, c'est ce qui nous échappera toujours. Le sens du réel, il nous échappera toujours. Exactement comme 13, dont l'identité lui échappera toujours, au sein d'un pays qui lui échappera également toujours, vous voyez. Et donc, le but de 13, qui n'est plus du tout le but finalement de Tintin, c'est pas de s'approprier le monde dans lequel on est, c'est d'essayer de déchiffrer le réel, de déchiffrer les simulacres qui composent cet écheveau de la modernité, hein, qui est notre réalité à nous. Et pour lui personnellement, son but consiste à se déchiffrer lui-même, déchiffrer en 2 mots, c'est-à-dire enlever le chiffre en lui, pour aller au-delà du chiffre et trouver ce qu'il y a d'humain en lui-même. Et c'est ça où, finalement, on peut très bien s'arrêter au bout de quelques albums de lire Les Aventures de 13. Enfin, les éditeurs m'assassineraient s'ils m'entendaient dire ça, mais parce que, en fait, dès lors qu'on a compris ça, on a compris le fonctionnement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Cette recherche de 13, c'est pas la recherche d'une vérité, finalement. C'est une recherche d'humanité. Et c'est la recherche, finalement, du héros de bande dessinée dans les années 80 et 90. Comment apporter plus de chair aux personnages de fiction et de papier que l'on essaie d'animer à partir de là. Et 13, il incarne ça. Il incarne ça parce que c'est une recherche qui n'a pas de fin. Et cette humanité, elle est toujours en devenir et en construction. Elle est toujours à déchiffrer pour aller au-delà du chiffre. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Vous allez pouvoir aller manger. Et j'ai presque pas de retard.